Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérémy Barraud, je suis cardiologue sur l'hôpital depuis 3 ans. Alors, je commence déjà par dédier cette présentation à mon coiffeur, voilà, qui malheureusement est décédé des suites d'un trouble du rythme. Et vous savez, c'est difficile d'en trouver des nouveaux, hein, ils ne prennent plus de nouveaux clients. Voilà, donc ceci étant dit, on m'a demandé de parler de cardiologie connectée et de voir un petit peu ce qu'on fait sur le centre en termes de télémédecine, de télécardiologie. Et donc, alors je ne vais pas suivre le patient doutin, je vais vous parler d'un autre patient, moi, mais qui est tout aussi artificiel, qu'on va appeler Jacques, 78 ans. Alors Jacques, et c'est un patient que vous connaissez bien, hein, qui vient pas souvent, qui fait un peu ce qu'il veut, qui prend pas ses traitements et qui fume beaucoup. Mais là, aujourd'hui, il vient vous voir, il est vraiment très gêné, il a essoufflé, enfin, il arrive quasiment en œdème pulmonaire, en fait. Et puis, quand vous l'interrogez, il vous dit qu'il a une douleur il y a une semaine, qu'il a un peu négligé, et puis depuis, ça n'arrête pas de s'aggraver. Et donc, effectivement, à l'arrivée aux urgences, puisque vous l'envoyez évidemment aux urgences, il a un tableau d'infarctus hors délai, hein, donc avec une insuffisance cardiaque. Une fraction d'éjection évidemment effondrée, hein, ce qui explique son état. Et donc, on le transfère en cardiologie où on lui donne le tarif habituel, hein, furocoro. Donc, c'est donc une déplétion hydrosodée, évidemment, hein, pour le stabiliser. Puis ensuite, un examen coronarographique. Et puis, donc, il a aussi tout le traitement de l'insuffisance cardiaque, hein, donc le deuxième tarif de la cardiologie, donc les 4 traitements de l'insuffisance cardiaque, les IEC, les bêta-bloquants, l'aldactone, le Forxiga, de l'aspirine, du Brilic, du Taor. Voilà. Jacques, il est bien. Et donc, il sort avec une balance connectée. Donc, on a sur le centre, en fait, un outil de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque pour les gens comme ça qui ont une insuffisance cardiaque grave et dont on sait qu'elle est très à risque de décompenser à la sortie. Et donc, on a Audrey qui devait être là, mais je ne la vois pas, notre infirmière en pratique avancée, hein, qui chapeaute le télésuivi de ses patients et qui les materne au quotidien. Donc en fait, ça consiste à remettre au patient à la sortie une balance connectée sur laquelle le patient va se peser tous les jours et envoyer automatiquement les données sur le centre. Et puis donc une application en fait sur une plateforme qui, vous allez le voir, va recenser un certain nombre de données. Donc là, vous avez chaque jour les alertes qui sont reçues. Avec, donc vous voyez, des alertes qui peuvent concerner le poids, des paramètres cliniques, des paramètres biologiques aussi, hein, puisqu'on a de la biologie qui est en cours. Et donc, si on se met sur le dossier de Jacques, on a en haut sa petite photo, bon, je l'ai masquée pour le secret médical. On a toutes ces constantes qui sont mesurées quotidiennement, les courbes de poids qui sont en bas, l'observance tout en haut qui est évidemment excellent. Et donc on a plein de paramètres. Le patient a une application aussi sur laquelle il peut noter en fait chaque jour s'il est essoufflé, s'il est fatigué, s'il a du mal à dormir. Voilà, des choses assez simples et ça nous fait des scores qui vont là aussi nous alerter et donc on peut le contacter, le faire revenir. Vous savez que les infirmières de pratique avancée peuvent prescrire donc des bilans biologiques, hein, donc elles envoient aux patients, mais aussi modifier les posologies des traitements, pas introduire ou arrêter de traitement, mais les modifier. Et puis bien sûr, si nécessaire, on fait venir le patient ou on contacte son médecin ou son cardiologue traitant. Alors, donc au bout de 3 mois, Jacques il revient quand même, hein, il va mieux, mais effectivement l'échographie montre qu'il a toujours une fraction d'éjection qui est altérée, hein, 25%, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore, c'est pas revenu à la normale et on s'y attendait pas au vu de son infarctus hors délai, donc où tout est mort. Et donc on décide de lui implanter un défibrillateur automatique interne en prévention primaire, c'est-à-dire avant qu'il fasse des problèmes, pas comme mon coiffeur. Et donc on lui met un défibrillateur triple chambre, alors, tout simplement parce que chez lui les critères étaient réunis, mais peu importe les critères. Donc il y a 3 sondes, une dans l'oreillette et une dans chaque ventricule. Et puis il y a une des sondes qui fait office de défibrillation, qui peut le défibriller s'il fait un trouble du rythme. Et donc lorsque les patients sont implantés d'un pacemaker ou d'un défibrillateur,
On les suit à distance également. Donc ça fait 20 ans que ça existe, hein, la télécardiologie. On était un des précurseurs de la télémédecine, hein, bien avant le Covid. Puisque voilà, c'était 2003, hein, les premiers boîtiers, la Biotronic, avec les défibrillateurs. Et maintenant, tous les pacemakers et défibrillateurs sont connectés, sont suivis à distance. Et donc, ce que j'explique aux patients, c'est un peu comme si leur voiture était connectée au garage. Et si les plaquettes de frein ou le liquide de refroidissement est un peu bas, ça nous envoie une alerte. Et on contacte le patient pour le faire revenir avant qu'il y ait des symptômes, en fait, avant que justement il y ait une vraie défaillance. Ça permet aussi d'espacer les rendez-vous. Et donc voilà, on a sur Rex donc une autre plateforme qui surveille. Donc voilà, on a à peu près 1000 patients qui sont télésuivis. Et donc chaque jour, on a entre 50 et 70 alertes, vous voyez, avec la plupart qui sont bénignes, des alertes administratives, des problèmes techniques de connexion, mais certaines plus embêtantes et d'autres, chaque jour, on en a une ou deux qui sont menaçantes. Donc là aussi, on contacte les patients. Alors Josette, la femme de Jacques, elle a été marquée beaucoup par tout ce qui est arrivé à son mari. Et depuis qu'il lui arrive tout ça, elle fait des malaises à répétition, Josette. Donc elle aussi est hospitalisée dans le service. Tout le bilan est réalisé, il est normal. Donc, étant donné que les syncopes sont quand même très suspectes, elle a eu des traumatismes, il y a eu quand même une description qui est suspecte de troubles du rythme, on décide, enfin en tout cas de problèmes rythmiques, hein, on décide de lui implanter donc, ce qu'on appelle un holter implantable, un moniteur cardiaque implantable. Et effectivement, sur Rex, on est un des 10 centres pionniers sur les Link 2 qui disposent de l'intelligence artificielle. Donc voilà, on reparle un petit peu de ça, qui nous permettent de filtrer les alertes, parce que c'est les dispositifs qu'on met sous la peau, en regard du cœur, sur lesquels il y a 2 électrodes, là, les trucs noirs qu'il y a, c'est 2 électrodes qui vont enregistrer le cœur en continu, et selon certains critères, si le cœur est trop lent, trop rapide, irrégulier, enfin voilà, bon bref, je ne vais pas les détailler, mais s'il considère que c'est embêtant, il va nous envoyer une alerte, là aussi à distance, sans que le patient revienne à chaque fois, soit avec un petit boîtier, soit carrément avec une application qui fait office de télétransmetteur en fait, et le patient depuis son téléphone en Bluetooth, il est connecté à son boîtier, ça envoie les données, et s'il fait une syncope, il peut nous envoyer l'alerte. Et donc l'IA effectivement va préfiltrer les alertes, les fausses alertes, pour nous permettre de ne recevoir que les meilleures. Et donc voilà, celui-là n'est pas encore disponible en France, pas encore remboursé, mais nous voilà. Et alors une des nouveautés de ce reveal aussi, c'est que, alors c'est un grand schisme dans la télécardiologie, c'est qu'on peut le programmer à distance. Et ça, c'était un grand tabou jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'en fait, si on reçoit trop d'alertes inutiles, ou si à l'inverse, il se passe quelque chose, Josette a fait un AVC, on veut vraiment savoir si elle fait de la FA ou pas, sans la faire revenir, on peut aller changer les paramètres de suivi de son boîtier. Depuis, en fait, elle reste chez elle, ce qui évite la miméthène, tout ça. Et puis nous aussi, ça nous évite des consultations inutiles. Mais jusqu'à présent, voilà, c'était un vrai schisme. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Homeland. C'est une série géopolitique, mais dans laquelle le vice-président des États-Unis meurt parce que son pacemaker est piraté à distance. Et c'était il y a quelques années, elle avait fait beaucoup parler d'elle, surtout les patients qui étaient très très inquiets. Donc jusqu'à présent, on ne pouvait absolument pas programmer à distance ces appareils-là. Il faut à chaque fois que le patient rentre, même si à 10 mètres je peux le programmer, il faut que je touche le patient pour désactiver tous ces pare-feux. C'est vraiment une question de cybersécurité. Donc là, on a ouvert ça au holter implantable, parce qu'on ne pourra pas tuer quelqu'un avec un holter qui ne fait qu'enregistrer le cœur, qui n'interagit pas. Mais voilà, c'était un petit schisme. Et pour finir, quelques mois plus tard, Jacques, il revient vous voir en consultation. Il a une petite douleur comme ça qui revient. Bon, ça fait quelques jours. Elle est pas très importante, mais quand même, elle ressemble un peu à celle qu'il avait eue. Bon, vous lui faites une prise de sang, normale, mais quand même, ça persiste. Il est un peu essoufflé. Vous faites un électro.
il n'y a pas de sus-décalage, mais enfin, en même temps, il a fait un gros infarctus, il est stimulé, bon, c'est compliqué. Que faire? Mais voilà. Alors, c'était une diapo pour David Bensoussan, pour introduire David Bensoussan, mais malheureusement, il ne va pas être là, donc je vais étayer. Mais c'était pour introduire Rofim, qui est la solution de téléexpertise qu'on utilise sur Aix, dont bien sûr le service de cardiologie fait partie et qui vous permet donc, contrairement à la télésurveillance, ce qu'on a vu pour les prothèses cardiaques qui est entre un patient et un médecin, la téléexpertise c'est entre deux médecins, vous le savez, et ça permet de demander des avis médicaux sur tout un tas de choses. Et en cardiologie, donc c'est très très utilisé pour les électrocardiogrammes particulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire si vous le voulez. Et donc voilà, merci de votre attention. Bonsoir tout le monde. Donc je suis Eric Blancato, je suis chirurgien digestif à l'hôpital d'Aix. Jérémy, juste au passage, je peux te conseiller mon coiffeur si tu veux, mais je pense que ce sera un peu plus radical, mais après ça peut rendre service. Donc on va continuer sur le suivi connecté, puisque c'est le thème évidemment de cette session sur la e-médecine. Donc le suivi connecté, est-ce un super pouvoir? On va essayer d'y répondre. C'est ça pour... Oui. Alors pourquoi un suivi connecté? Pourquoi on a besoin d'un suivi connecté? Évidemment, généralement, c'est plutôt pour se libérer du temps médical, puisque les médecins quand même ont des activités un peu annexes qui peuvent être intéressantes, besoin d'explorer un petit peu d'autres horizons aussi, réfléchir sur pas mal de choses évidemment, et puis comme tout super-héros se reposer. Mais ce qu'on aime surtout par-dessus tout, c'est évidemment la réunion avec les confrères, les congrès, évidemment pouvoir échanger, donc ça reste important d'avoir du temps libre pour ce genre de choses. Alors plus sérieusement évidemment, pourquoi un suivi connecté? Parce que on fait de plus en plus donc de RAC. Alors je vais vous reparler de la RAC, mais en même temps je pense que tout le monde sait ce que c'est. Ça fait quand même très longtemps que ça existe, la RAC. Ça a pris plusieurs noms. Ça a commencé en 95 en Hollande. Ça a changé beaucoup. Même l'acronyme change évidemment, puisque maintenant on enlève un A. Enfin, on écrit comme on veut. C'est donc la réhabilitation améliorée après chirurgie. Donc c'est un concept qui est très un peu fourre-tout, c'est-à-dire qu'on va, en fait, depuis 20 ans, 30 ans, la prise en charge des patients, le post-opératoire, mais aussi le préopératoire, toute la prise en charge des patients en chirurgie a changé et va vers un allègement de cette prise en charge. Et donc la RAC permet d'aller vers une prise en charge améliorée et plus rapide. Ça peut aller jusqu'à l'ambulatoire. Ça, c'est vraiment le stade ultime de la RAC. Quand on a vraiment tout appliqué, qu'on a diminué la durée de séjour à rien, il ne reste plus aucune nuit. On est en ambulatoire. Une hospitalisation de courte durée, quand on ne peut pas se passer d'une ou de plusieurs nuits d'hospitalisation, mais c'est pas parce qu'on fait une chirurgie lourde qu'on est obligé de garder le patient 8 jours. S'il peut rester 2-3 jours, c'est déjà ça. On diminue la durée de séjour. Un retour plus rapide donc, du patient à domicile, bien sûr une diminution du risque de complications. Le but, c'est pas uniquement de faire sortir le patient plus tôt, c'est de le prendre en charge dans de meilleures conditions, et ça permet en fait de diminuer les complications. Puisque si en fait vous gardez un patient alité, enfin je schématise, mais il y a 20 ans la colectomie c'était patient alité, à jeun, sonde gastrique, sonde urinaire, il se levait au bout de 7 jours, on enlevait la sonde quand il avait un gaz. Je vous rassure, j'ai pas connu ça, mais c'était extrêmement délétère pour le patient finalement, qui faisait des complications de décubitus, iléus, phlébite, etc. Donc en lui enlevant tous les tuyaux, en le mettant sur pied immédiatement, en fait on enlève toutes ces complications. Alors on va pas enlever les complications chirurgicales qui restent propres, mais ça peut quand même concourir aussi à ça. Donc et partant de là, on améliore l'expérience du patient, entre guillemets, et sa satisfaction. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, on ne fait pas ça pour foutre le patient dehors, on fait ça pour qu'on le prenne mieux en charge, et finalement les patients, même ceux qui sont réticents, et il y a aussi beaucoup de praticiens qui le sont, finalement ils se demandent, quand on leur dit mais pourquoi vous avez besoin de rester, et après coup ils se rendent compte qu'il n'y a pas besoin de rester à l'hôpital pour rien. Alors ça diminue aussi les coûts de santé, c'est ce qu'on peut nous mettre en avant quand on veut nous opposer que la RAC sert uniquement à ça. Bien sûr, je l'ai mis en dernier parce que pour moi, je m'en fous un petit peu moi des coûts de santé, mais en même temps je suis comme tout le monde, on doit y faire attention, mais c'est pas ma priorité. La priorité c'est que le patient soit mieux pris en charge. Et bien sûr, on prend les patients en charge avec le même niveau de sécurité avec la RAC. Donc c'est là où on va peut-être avoir besoin d'un suivi connecté pour garder ce niveau de sécurité. Parce que c'est pas le tout de dire c'est bon, j'ai réussi à le faire sortir. Si après le patient se complique et qu'on n'en a pas connaissance et que finalement
Le fait d'être sorti, ça a empêché de gérer une complication plus rapidement que s'il était à l'hôpital. On n'a pas gagné grand-chose. Au final, on a même plutôt perdu. Donc le suivi connecté permet de garder un niveau de sécurité à peu près équivalent. Alors le suivi connecté chez nous, donc ça s'appelle Maëla. Donc qui est Maëla? Malheureusement, c'est pas une infirmière du service. Sinon, c'est pas très moderne, donc on aurait dû avoir Maëlo aussi. Mais bon, il fait un peu peur avec son aiguille, donc on n'a pas ce genre de personnel. Donc Maëla, c'est une solution de suivi connecté des patients. Donc Maëla, c'est une entreprise, hein, bien sûr, avec laquelle on a un contrat qu'on rémunère, assez cher d'ailleurs au passage. J'ai pas de conflit d'intérêt d'ailleurs hein, dans cette présentation. Donc Maëla c'est la solution donc, qui nous permet d'avoir ce suivi connecté avec les patients. Ça va se matérialiser principalement par une application smartphone ou sur un site web chez les patients qui ont un smartphone ou qui ne sont pas très connectés ou qui n'ont pas un smartphone très récent. Et on va en parler. Ce qui est la valeur ajoutée de Maëla pour nous, c'est surtout le plateau infirmier qui est l'élément important de cette solution. Parce que des solutions de suivi, il doit en exister plusieurs, certainement. Ils ne sont pas très nombreux. En plus, ils se rachètent tous les uns les autres, donc ils se regroupent. Mais ce qui fait la plus-value de Maëla, c'est le plateau infirmier. En ce qui concerne les données qu'on va pouvoir envoyer aux patients, donc on enregistre un patient et ensuite on crée des parcours et il va recevoir donc des questionnaires. Donc là, en ce qui nous concerne, c'est des questionnaires qu'on peut envoyer 1 à 2 fois par jour, qui sont envoyés par l'application. Évidemment, des questionnaires personnalisé sur le type d'intervention. On ne va pas demander les mêmes choses dans une colectomie, dans une thyroïdectomie ou n'importe quoi. Donc on personnalise les questionnaires avec l'équipe Maëla. Chez nous, c'est un suivi de 10 jours en général, c'est ce qui est compris dans le forfait. Le patient va pouvoir renseigner tout ce qu'on veut lui faire renseigner, tout ce qui est important à surveiller, les constantes, la température, les constantes qui vont être prises par l'infirmière, hein, mais on peut faire renseigner tout ce qu'on veut sur les données qui nous intéressent sur le suivi. Ils vont pouvoir évidemment communiquer les bilans sanguins, ce qui est souvent, nous, un peu la clé. Enfin, on avait les premières colectomies en diminuant la durée de séjour qu'on a fait. Quand on a le bilan sanguin qui arrive 1 semaine après qu'il ait été fait, bon, heureusement qu'il ne s'est rien passé, mais dans ce cas-là, on est un peu inquiet pendant ce laps de temps. Donc les bilans sanguins sont communiqués par le patient directement sur la plateforme. On les a en direct et surtout, vous allez voir, ils vont être surveillés par le plateau infirmier. Des photos, bien sûr, s'il y a des cicatrices qui sont rouges, des choses comme ça, on peut envoyer tout ce qu'on veut. En fait, on met dedans tout ce qu'on veut, tout ce qu'on souhaite faire figurer dedans, peut être paramétré. Donc c'est assez intéressant pour ça. Des rappels de traitement, on va mettre du contenu éducatif aussi si on a besoin. On va parler de la chirurgie de l'obésité, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, on y met un peu tout ce qu'on veut et c'est assez intéressant pour ça. Alors le plateau infirmier, c'est ça encore une fois la plus-value. Donc c'est une équipe d'infirmières qui est basée à Lyon. Hein. C'est les infirmières Maëla, ce ne sont pas les infirmières du patient, c'est les infirmières Maëla, avec donc encore une fois une prestation qu'on paye en plus par patient. Ces infirmières, elles sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, évidemment. Elles vont surveiller les réponses des patients. Alors, elles ne sont pas à lire tous les questionnaires des patients en France, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, mais elles vont surveiller les réponses surtout qui vont déclencher des alertes qu'on aura paramétrées au préalable. Et même en général, elles ont tendance quand même à surveiller assez facilement les patients, même ceux qui vont bien. Elle gère donc ces alertes. Hein, dès qu'un patient répond sur un questionnaire « Est-ce que vous avez eu des gaz à J3 ?» Il dit non, ben, ça peut déclencher une alerte si on l'a paramétré. Et donc elles vont voir un petit peu avec le patient, elles vont communiquer avec lui pour voir comment il se sent déjà et puis s'il y a quelque chose qui peut être anormal, ce qui permet donc de rassurer énormément les patients puisqu'elle gère toutes les alertes et toutes les questions que peuvent se poser les patients. Donc ça permet à la fois de rassurer les patients et d'avoir l'impression en fait qu'ils sont accompagnés malgré le fait qu'ils soient à domicile. Ça permet pour nous d'enlever des appels et des demandes un peu inutiles, hein, des choses qu'on aurait eu à gérer à ce moment-là. Et puis surtout, ça permet aussi de nous prévenir par contre, en cas de gros soucis. Donc, elles échangent avec le patient par messagerie, par téléphone, peu importe.
et elles nous préviennent en cas de problème. Donc c'est un double avantage, c'est qu'à la fois les petites alertes sont gérées par les infirmières, les alertes inutiles pour nous, entre guillemets, sont gérées par les infirmières. Le patient a une écoute beaucoup plus importante, puisqu'il va pas, des fois il peut se dire je ne vais pas déranger le chirurgien ou le service, donc il n'appelle pas. Et il appelle un peu tard alors qu'il y a une complication qui est arrivée. Donc ça permet les patients n'hésitent absolument pas à les solliciter, et même les infirmières sont assez présentes, presque au bout de 10 jours, les patients ont presque un peu marre, mais ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils vont bien. Et bien évidemment, quand il y a un vrai souci, que le patient n'a pas forcément détecté, elles nous préviennent. Alors des fois, elles nous préviennent malgré tout pour rien, mais ça, c'est pas grave. On aime bien être prévenu pour rien plutôt qu'être prévenu trop tard. Moi, je me rappelle de ma première complication en bariatrique. La patiente avait appelé le lendemain des symptômes du jour où elle avait manifesté des symptômes. C'était un dimanche, elle avait appelé le lundi, on avait perdu 24 heures. Et finalement, c'est plus compliqué derrière pour gérer les complications. Il y a des complications qu'il faut vraiment prendre en charge. Alors, pas à la minute, hein. On ne parle pas d'hémorragie cataclysmique, mais on parle de complications qui peuvent changer, dont on peut changer le pronostic à 24 heures d'écart. Alors au CHIAP, donc nous on l'utilise pour l'instant uniquement en chirurgie digestive et bariatrique, et on a 3 protocoles. Donc un protocole de la chirurgie colorectale, la sleeve gastrectomie et le gastric bypass en Y, donc 2 protocoles d'obésité qu'on a différenciés, mais en pratique ils pourraient être ensemble sur le principe. Alors la chirurgie colorectale, un petit mot là-dessus, donc ça va concerner les colectomies droite, colectomie gauche, les résections du rectum, résection du grêle, les fermetures de stomie, bon, tout ce qui est la chirurgie colorectale et de l'intestin grêle globalement. Alors ce sont des vieux chiffres que j'ai pas mis à jour, mais on avait fait un petit focus il y a quelques années sur 2 ans de suivi. J'avais sorti 31 patients opérés. Alors c'est pas tous les patients opérés du service, mais c'est ceux qu'on avait pu intégrer dans Maëla notamment. Donc il y avait 16 colectomies gauche, 8 droite, 3 rétablissements de la continuité, 2 résections de grêle du rectum et une fermeture de colostomie. Et en fait, ce qui nous avait un peu surpris, c'est les chiffres justement qu'on avait retrouvés. C'est que sur la colectomie gauche, on avait une durée moyenne de séjour de 2 jours. Et on avait diminué notre DMS de 1,6 jours, ce qui nous avait un peu surpris parce que on ne s'attendait pas à des résultats comme ça. Alors 1,6 jours, on se dit bon, c'est pas spectaculaire, mais ça veut dire qu'un patient peut sortir, au lieu de sortir à 5 jours, il sort à 4 ou 3 jours. On avait un taux de sortie à J0, puisqu'il y a de l'ambulatoire là-dedans, ou J1, qui était passé à 43%, contre, j'ai plus les chiffres, mais un taux très faible de sortie à J1. Et on avait fait de l'ambulatoire, justement, dans quelques cas très particuliers à ce moment-là. La colectomie droite, ça avait été un tout petit peu plus spectaculaire, justement, une durée de séjour d'1,25 jours, ce qui fait quand même pas très long. Et puis surtout, on avait une diminution de 3,25 jours. Donc ce sont quelques patients. Vous avez vu 8 colectomies droites, hein, c'est pas très significatif, mais enfin, on avait quand même énormément diminué notre durée de séjour. On avait fait 62% de patients à J0, J1 contre 0. On avait osé faire sortir aucun patient à J1 avant d'avoir Maëla. Et on avait fait de l'ambulatoire aussi, justement. Alors très peu dans le lot, mais il y en avait. Les rétablissements de continuité, c'est pareil. On était sur tous les patients, il y avait 3 patients, je crois, une durée de séjour d'1 jour. Alors, j'ai pas de comparatif, mais en général, on se presse pas trop habituellement dans cette chirurgie. Le rétablissement de continuité, c'est comme une colectomie, c'est une anastomose colorectale. Donc, ça reste une chirurgie colorectale majeure. Et on avait diminué cette DMS donc de 3,83 jours, bon, ce qui fait beaucoup. Encore une fois, je le rappelle, 3 patients, mais ça fait quand même une grosse diminution. Et donc globalement, Maëla ne nous a pas permis d'être meilleurs, mais il nous permet de faire des choses qu'on n'aurait pas forcément osé faire avec Maëla. Les patients qu'on n'a pas fait sortir avant, qu'on a fait sortir à J5, ils auraient peut-être pu sortir à J1, simplement on n'avait pas forcément l'outil pour le faire, et pour le faire sortir dans de bonnes conditions en sécurité. Alors les fermetures de colostomie, on en a fait en ambulatoire. Ça c'est un peu plus simple comme chirurgie, mais c'est pareil. On n'est pas forcément serein pour le faire en ambulatoire ou avec une sortie précoce si on n'a pas un outil derrière. La résection de grêle en ambulatoire, quelques colectomies en ambulatoire aussi qu'on a pu faire. C'est un peu à la marge, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de développer. Justement, c'est ça l'objectif maintenant, c'est de garder une durée de séjour assez basse si possible et d'augmenter un peu le taux de colectomie en ambulatoire. Alors la chirurgie de l'obésité, c'est quelque chose que je connais un petit peu mieux. Enfin, je connais aussi la chirurgie colorectale quand même, mais c'est une activité qu'on fait à Aix depuis 2011, depuis juin 2011. On a à ce jour opéré 375 patients, 50 patients par an à peu près.
On respecte évidemment les recommandations de la Haute Autorité de Santé avec un suivi préopératoire de 6 à 12 mois, les ateliers d'éducation thérapeutique et un suivi à vie en post-opératoire avec une équipe pluridisciplinaire. Et on a participé, peut-être que quelques-uns ont entendu parler de l'expérimentation PACO lancée par l'ARS, qui est un label pour améliorer la prise en charge des patients sur les établissements de PACA, les établissements publics principalement, quelques établissements privés. Donc on participe avec eux, cette expérimentation a été reconduite, donc ça permet de borner encore plus la prise en charge qui doit être normalement très structurée, mais après, comme il n'y a pas de contrôle, chacun fait un peu ce qu'il veut et c'est un peu le problème. Donc ça concerne les sleeve gastrectomies et les bypass en Y. À part l'anneau gastrique et une autre intervention qui est très peu pratiquée en France, c'est les 4 interventions qu'on a le droit de faire. Et globalement, ça tourne autour de ces 2 gestes. Donc on avait appliqué un protocole de RAC depuis août 2017 déjà, donc on avait été voir un petit peu pour améliorer la prise en charge et on avait pu avoir depuis 2017 une sortie du patient AJ1 dans 85% des cas, ce qui nous semblait déjà plutôt pas mal. Pas de morbidité due à la sortie précoce, les patients, on a perdu personne heureusement, j'ai mis que morbidité, il n'y a pas eu de mortalité, mais on n'a pas eu de morbidité parce que le patient était sorti trop tôt. Et on a ajouté Maëla donc dans notre suivi depuis septembre 2020. On a pu le lancer l'année du Covid, ça a à peu près fonctionné. Avant, on le faisait quand même, puisque entre 2017 et 2020, il y a eu des patients. On le faisait quand même, mais on le faisait un peu de façon artisanale. Depuis qu'on le fait avec Maëla, on a pu améliorer la sécurité des patients et on a pu améliorer leur satisfaction aussi, parce qu'ils se sentent un peu moins abandonnés à la maison. Et puis on a pu avoir une meilleure réactivité quant à la gestion des complications. Je me rappelle une fois où j'arrive dans mon bureau à 21h et c'était moi qui devais appeler le patient à J2 normalement, et à 21h personne ne l'avait fait parce que on faisait ça un peu, on se passait un peu la consigne, et à 21h j'ai appelé, j'ai réveillé le patient, c'était n'importe quoi. Donc avec Maëla, on n'a plus à se soucier de ce genre de choses. Alors donc le questionnaire sur l'obésité, c'est un questionnaire 2 fois par jour avec prise de pouls qui est très important dans le suivi de l'obésité parce que ça détecte les complications, la température, la tension, donc 2 fois par jour. Bilan sanguin J3, J5, la colectomie c'est à peu près la même chose, mais ce sont des bilans qu'on va vraiment aller chercher impérativement. Et puis le plateau infirmier est autonome, voilà, là je vous ai mis, c'est le film de Maëla, c'est l'application patient. Le plateau infirmier est autonome, c'est-à-dire que pendant 10 jours, on peut absolument ne pas se soucier du suivi du patient, mais on a la possibilité d'espionner un petit peu ce qui se passe et de suivre sur le site internet avec notre accès à nous les réponses des patients, ces chiffres de CRP. Si la CRP n'est pas bonne, le plateau infirmier nous prévient, mais des fois, quand on est un peu inquiet, on peut aller chercher l'info. Moi, quand j'ai des patients où je suis un peu inquiet, un peu limite, je vais chercher l'info, je reçois le truc, je vois que ça va bien, je suis rassuré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, les évolutions et projets qu'on va essayer d'apporter à l'hôpital avec Maëla. Alors, la prise en charge en ambulatoire des sleeves et bypass va commencer en juin 2024, c'est-à-dire en fait demain, pour le premier patient. Je ne l'aurais pas forcément fait sans Maëla, même si après coup on peut peut-être y arriver, mais je ne l'aurais pas fait sans Maëla. L'autre chose qu'on va, j'espère, avoir cette année aussi, c'est la mise en place d'un parcours, dit parcours long obésité. Je vous ai expliqué en préambule qu'il y avait un suivi qui était très long avant l'intervention, très structuré avec plein d'ateliers, psychologues, nutritionnistes, diététiciennes, etc., etc. Et donc on va pouvoir maintenant intégrer ce parcours dans donc un parcours long avec donc un suivi connecté, c'est-à-dire que le patient, là on parle d'un suivi qui va durer 6 à 12 mois avant, presque 8 à 12 mois même avant l'intervention, avec beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'ateliers. Donc on va pouvoir avoir cet outil, je l'espère, normalement c'est en cours d'adoption. Donc un parcours long en préopératoire et un parcours en post-opératoire, puisqu'on nous propose un suivi de 2 à 3 ans, c'est-à-dire rappel de rendez-vous, etc. Pour le patient. Donc ça c'est assez intéressant, et notamment du contenu éducatif, des vidéos d'activité physique adaptées, tous les documents, enfin on met ce qu'on veut dedans, et on va peut-être pouvoir aussi l'adopter à d'autres parcours, mais c'est vrai que la cancérologie, le colorectal, ça concerne des parcours courts, entre le moment où on diagnostique un cancer et où on l'opère, ça va vite évidemment. L'obésité, c'est un exemple de parcours chirurgical qui est assez long. Et puis on va aussi parler d'Ambulite qu'on va essayer d'adopter, je vais vous en dire un mot rapidement, et on espère l'adoption de cette solution par d'autres services de chirurgie qui pour l'instant n'en ont pas forcément besoin, mais on essaye de leur expliquer qu'ils en ont sûrement besoin, mais
on a un petit peu du mal. Après, ils en ont peut-être pas besoin pour le moment, mais tous ceux qui vont vouloir rajouter de la RAC dans leur prise en charge vont peut-être avoir besoin de ce genre d'outils. Excuse-moi, une minute là. Ok, donc un suivi connecté en oncologie et en médecine, ça fait partie aussi des choses qui vont peut-être se développer avec Maëla ou avec d'autres solutions, mais qui sont possibles, justement pour les suivis, cette fois-ci médicaux, mais chroniques. On sort de la chirurgie, mais on a des patients qui ont des suivis chroniques, évidemment. Ambulite, donc très rapidement, parce que pour l'instant, j'ai peur qu'on ne l'adopte pas encore, ce serait pour tous les patients de chirurgie ambulatoire. Ça permet d'automatiser un peu l'appel de la veille et les appels post-opératoires des patients. Rappeler les consignes préopératoires. Là, on n'a plus le plateau infirmier, on parle de quelque chose de beaucoup plus simple, mais ce qui va permettre surtout de dégager du temps infirmier pour faire ce que les infirmières d'ambulatoire, ce à quoi elles tiennent beaucoup, c'est l'entretien IDE en préopératoire. Donc en conclusion, est-ce que c'est un super pouvoir? Je ne sais pas, en tout cas c'est au moins un super outil. Ça permet d'appliquer donc plus facilement un parcours de RAC, ça favorise l'ambulatoire. On augmente le niveau de sécurité dans la prise en charge des patients, parce qu'un patient qui est dans son lit la nuit, mal surveillé, alors je ne jette pas l'opprobre sur les infirmières des services, mais il y a des fois des services qui sont sous-dotés en personnel la nuit. Finalement, un patient peut être mieux surveillé chez lui qu'à l'hôpital. Je provoque un peu, mais ça peut être le cas. En tout cas, on a l'impression qu'on augmente ce niveau de sécurité quand on fait sortir les patients plus rapidement. On va pouvoir, nous, améliorer le parcours bariatrique, je l'espère en tout cas. Et puis, j'espère aussi les consultations IDE avec Ambulite et le suivi connecté en médecine aussi qui peut être intégré. Je vous remercie. Jérémy, pour rebondir sur ce que tu disais, les alarmes chez vous, elles sont gérées par qui? Alors, nous, on a une infirmière de pratique avancée, donc Audrey, qui est en première ligne. On a le docteur Bencha, qui est aussi le référent, on va dire. Et après, si c'est des patients qui sont suivis par un des cardiologues du centre, elle va plutôt se référer à un des cardiologues. Mais effectivement, enfin, il y a Audrey et on a une deuxième infirmière qui fait en même temps les pacemakers et l'insuffisance cardiaque. Et le week-end, les jours fériés, la nuit Alors, nous, on explique bien aux patients, mais c'est pour ça que c'est un peu différent de vous, que c'est un dispositif qui est heure ouvrable, qui n'est pas un dispositif d'urgence. La télésurveillance des prothèses, nous, on a 24 voire 48 heures de décalage entre l'envoi de l'alerte et la réception. Donc, c'est vraiment un dispositif de suivi sur le long cours, sur 10 ans, 20 ans, en fait, pour les pacemakers. Et pour l'insuffisance cardiaque, pareil, c'est des pré-signaux, on va dire, d'insuffisance cardiaque. Mais effectivement, le week-end, on ne se connecte pas. Alors, on a des problèmes pour les congés, puisqu'Audrey est en première ligne et elle se connecte pendant ses vacances, mais c'est pas bien du tout. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a une deuxième infirmière qui prend le relais là. Mais sinon non, c'est pas de l'urgence, mais c'est un peu différent la problématique. Moi, je voulais juste rajouter un petit mot sur Rofim, parce qu'en dermatologie, on l'utilise beaucoup et de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos avis. Là, on en a à peu près entre 5 et 10 par jour maintenant. On répond toujours dans la journée, pareil, en jour ouvré, on ne travaille pas le week-end. Et n'hésitez pas à mettre des photos, parce que nous, ça nous permet de gagner pas mal de temps, notamment pour les lésions suspectes. On peut vraiment vite savoir si c'est urgent ou pas, et on peut adapter nos délais. Et pareil, on peut convoquer directement au bloc si ça nous paraît suspect. Donc ça gagne une consultation, ça peut gagner plusieurs mois du coup dans la prise en charge parfois. Et pour tout autre avis d'ailleurs aussi. Voilà.